Louise-Élisabeth, la duchesse de Berry, était la princesse française du XVIIIe siècle, dont la vie courte mais scandaleuse captiva totalement la ville de Paris. La duchesse de Berry connut une série de fausses couches tragiques avant sa mort soudaine, et les résultats de l'autopsie révélèrent une tournure inattendue, mais nous y reviendrons plus tard. Louise-Élisabeth naquit en août 1695, fille de Philippe II, régent de France, et de Françoise Marie de Bourbon. Ses parents étaient le cousin germain par le roi Louis XIV. Dès sa naissance, Louise-Élisabeth portait le titre honorifique de Madame Ozile de Léon. On lui donna le surnom affectueux de « Joufflotte », qui se traduit approximativement par « potelé ». Louise n'était jamais l'image de la santé parfaite. Même si elle était ronde comme une pêche, à l'âge de seulement 6 ans, elle tomba gravement malade. Cette mystérieuse maladie semblait sur le point de lui ôter la vie prématurément, mais son père la soigna avec dévouement, restant à son chevet jour et nuit. La grand-mère paternelle de Louise, Élisabeth Charlotte, remarqua sa résilience face à cette terrible maladie. Elle écrivit que Louise avait une volonté bien à elle, si bien qu'il n'était pas surprenant qu'elle fût comme un cheval fougueux. Malheureusement, Louise-Élisabeth tomba de nouveau gravement malade. À l'âge de 10 ans, elle contracta la variole, et cette fois, il semblait certain qu'elle n'en réchapperait pas. En fait, selon certaines sources, elle n'y survécut pas du tout. La petite Louise fut présumée morte pendant 6 heures, ayant miraculeusement survécu, non pas à une, mais à 2 rencontres avec la mort. Les parents de Louise-Élisabeth étaient impatients de la marier, avant qu'il ne soit trop tard. Ils organisèrent son mariage avec Charles, duc de Berry, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Le duc de Berry avait 10 ans de plus qu'elle à l'époque. Après son mariage, sa cousine germaine, Marie-Anne de Bourbon, devint sa dame d'honneur. Marie-Anne servit Louise fidèlement pendant des années, mais finit par démissionner en signe de protestation. La jeune duchesse était un peu trop portée sur les scandales et les désastres au goût de sa cousine. Le mode de vie effréné de Louise-Élisabeth eut rapidement des conséquences. 1 an après son mariage, Louise tomba enceinte de son premier enfant. Cependant, avant qu'elle ne puisse célébrer sa maternité, la tragédie frappa. Louise-Élisabeth n'avait jamais été en excellente santé, et une grossesse était un lourd fardeau. Alors qu'elle approchait du terme, ses médecins lui conseillèrent de rester à Versailles ou au Palais Royal. Son mari, cependant, insista pour qu'elle fasse le voyage jusqu'à Fontainebleau pour l'accouchement. Ce voyage ardu fut éprouvant pour la très enceinte Louise, et malheureusement, elle donna naissance à une fille mort-née à Fontainebleau. Après coup, les médecins imputèrent la faute au voyage. Ils affirmèrent que le stress du déplacement et les incidents survenus en chemin avaient été trop pour l'enfant à naître. Louise, cependant, s'en remit comme d'une brise d'été et reprit immédiatement ses frasques. Louise-Élisabeth tenta de nouveau sa chance en 1712 et en mars suivant, elle donna naissance à un garçon. Lui non plus n'était pas en bonne santé. Moins de 4 mois après l'accouchement, le pauvre nourrisson commença à avoir des convulsions incontrôlables. Il décéda en juin de cette année-là. Louise fit extraire le cœur de son fils et le fit porter dans un couvent à Paris. Le reste de son corps fut enterré dans une basilique en périphérie de Paris. C'était une tradition religieuse en France à l'époque. À son crédit, Louise-Élisabeth veilla sur les gouvernantes de son fils. Les domestiques furent probablement plus dévastés par la perte qu'elle ne l'était, et elle voulut qu'elle soit dédommagée. Louise s'assura que les gouvernantes de son fils reçoivent leur salaire intégral à vie. Le duc de Berry devait être las de l'incapacité de sa femme à lui donner un enfant viable. Plus tard cette année-là, il prit l'une des femmes de chambre de Louise comme maîtresse.
Comme si cet affront ne suffisait pas, l'affaire était de notoriété publique. Louise-Élisabeth prit l'insulte à cœur. Louise entretenait déjà une liaison de son côté, ou plutôt plusieurs, pour dire vrai, avec un certain monsieur de Salvert. Mais lorsque son mari prit l'une de ses femmes de chambre comme maîtresse, elle décida de passer à un mystérieux, mais sans doute séduisant, monsieur Lay. Elle voulait rendre le duc très jaloux. Louise faisait preuve de plus de discrétion dans ses liaisons extra-conjugales que dans ses fêtes excessives. Elle avait réussi à garder ses premières aventures relativement secrètes, mais sa liaison avec Lay était motivée par la vengeance, et elle l'affichait ostensiblement. Elle n'aurait pu prévoir la réaction glaçante du duc. Le duc de Berry était outré par la nouvelle liaison de sa femme. Aussi jaloux fut-il, il était probablement plus contrarié par l'audace dont elle faisait preuve. En représailles, il menaça de l'envoyer dans un couvent. Louise-Élisabeth n'aurait certainement pas apprécié la vie au couvent. Elle n'aurait pas pu faire la fête. Et bien sûr, il y avait ce vœu de célibat. Rien de tout cela ne ressemblait à Louise, mais c'était toujours mieux que de rester une seconde de plus avec son mari. Leur relation brisée atteignit son paroxysme lorsque le duc la frappa violemment en public pour ses indiscrétions. Elle devait s'échapper, quel qu'en soit le prix. Louise en avait assez de son mari. Il était responsable de la perte de leur premier enfant, avait insulté son honneur et en était venu à l'attaquer physiquement en public. Louise élabora un plan secret pour se débarrasser de ce misérable une fois pour toutes. Il n'allait pas l'envoyer où que ce soit. Louise complota avec son amant, M. Lay, pour organiser une évasion audacieuse. Les amants interdits mirent au point un stratagème pour fuir la France vers les Pays-Bas, où il pourrait vivre libre de l'influence de son mari. Le destin, cependant, avait d'autres plans pour le duc de Berry. Louise-Élisabeth n'aurait pas à fuir la France, ni même à lever le petit doigt pour obtenir exactement ce qu'elle voulait. Le mari de Louise, le duc de Berry, fut victime d'un accident lors d'une partie de chasse. Il eut subi de graves blessures internes dont il ne se remit jamais. En mai 1714, lorsque le duc rendit son dernier souffle, Louise devint officiellement une duchesse douairière. Elle était enfin libre de vivre comme elle l'entendait. Si son histoire jusqu'à ce point semble déjà mouvementée, elle est bien sage comparée à ce qui allait suivre. 7 semaines après le décès de son mari, Louise-Élisabeth donna naissance à une autre fille. Malheureusement, l'enfant décéda quelques jours plus tard. Ce fut une autre terrible tragédie. Mais comme toujours avec Louise, des nuages de controverses planaient. Compte tenu du moment de la grossesse, des doutes planaient sur l'identité du père de l'enfant. Louise s'installa au palais du Luxembourg pour vivre son veuvage. Dans un acte égoïste qui la rendrait éternellement impopulaire, elle ferma le jardin du Luxembourg au public. De plus, elle recevait un revenu annuel considérable de l'État. Son égoïsme lui valut le mépris des Parisiens pendant des années. Après le décès de Louis XIV, son grand-père maternel et roi de France, Louise-Élisabeth annonça qu'elle porterait le deuil pendant 6 mois. Bien sûr, son idée du deuil comportait beaucoup moins de larmes et beaucoup plus de réjouissances que celle des autres. Elle devint rapidement une veuve joyeuse, organisant des fêtes, assistant à des bals et jouant aux jeux d'argent. Au milieu de son deuil, la duchesse de Berry cessa soudainement de faire la fête et s'enferma dans son palais. L'histoire officielle était qu'elle souffrait d'un rhume. La vérité, comme toujours, était bien plus scandaleuse. Louise ressentait les douleurs d'une nouvelle grossesse. Son confinement clandestin devint le sujet de nombreuses rumeurs à Paris. La grossesse de Louise, si peu de temps après le décès de son mari, ne pouvait signifier qu'une chose, un scandale. Les tabloïds du XVIIIe siècle sautèrent sur l'histoire.
comparant Louise-Élisabeth à d'autres figures scandaleuses de l'histoire. Il y eut même une chanson, écrite en 1716, sur les nombreuses, très nombreuses, fausses couches de Louise et sa liste croissante d'amants. L'année suivante, Louise fut au centre d'un autre scandale dans les tabloïds, cette fois impliquant un roi étranger. Elle accueillit le tsar Pierre le Grand de Russie lors de sa visite en France. Les tabloïds rapportèrent que Louise, en saluant le souverain russe, était grosse comme une tour. Le célèbre écrivain français Voltaire se retrouva dans l'eau chaude avec les autorités françaises lorsqu'il insulta la princesse douairière, toujours enceinte. Voltaire la qualifia de fille de joie, en des termes moins amicaux. L'arrestation de Voltaire attira de nouveau l'attention des tabloïds. Louise-Élisabeth était, selon toute vraisemblance, de nouveau enceinte. Elle s'était confinée dans une autre de ses résidences, le château de la Muette. Là-bas, elle abandonna la chasse et l'équitation. Une fois que les tabloïds s'emparèrent de l'histoire, ils furent impitoyables. Ils rapportèrent que Louise, comme son surnom, Joufflotte, le suggérait, était potelée. En fait, ils prétendirent qu'elle était si grosse de sa dernière grossesse qu'ils craignaient pour sa vie. Les grossesses fréquentes de Louise après le décès de son mari étaient une source constante de divertissement pour les Parisiens. Personne, cependant, ne s'amusait autant que les compositeurs de chansons. Vous pensez que la musique française du XVIIIe siècle était ennuyeuse? Cherchez les chansons écrites sur Louise-Élisabeth, contenant des paroles trop explicites pour cette vidéo. Les ragots prirent une tournure presque séditieuse à Noël 1717. La vie scandaleuse de la duchesse de Berry s'étendit à inclure son père. Philippe II était devenu régent de France après le décès de Louis XIV, et avec ce changement politique, la rumeur répandit une histoire véritablement troublante. Vers Noël 1717, une chanson lyrique apparut, accusant la duchesse de Berry d'entretenir une relation intime avec son propre père, le régent de France. « Seigneur, je n'aurai plus de manières si lubriques, disent-moi les paroles. Je ne veux que rions. Parfois, mon père, ça et là. Mais garde. » Et juste quand Louise-Élisabeth pensait que les choses ne pouvaient-y pas empirer, Voltaire s'en mêla. Voltaire, une fois encore, s'attaqua à la duchesse de Berry, réaffirmant la rumeur selon laquelle elle était tombée enceinte de son propre père. Mais se contenter de répéter des commérages satiriques ne suffisait pas pour le titan littéraire. Il alla plus loin en écrivant sa pièce, Oedipe I, une tragédie aux troublantes correspondances avec le monde réel. Étrangement, la duchesse de Berry et son père assistèrent tous deux à la première de la pièce controversée de Voltaire. Le père de Louise félicita même Voltaire pour le succès initial de la pièce. Soit il ne voyait pas l'ironie de leur présence, soit, plus probablement, il l'ignorait, en espérant que cela passerait. La présence de Louise-Élisabeth était encore plus curieuse que celle de son père. Et comme pour se moquer d'elle-même, elle se présenta à la première de Oedipe enceinte. Son ventre proéminent fit d'elle la cible de quelques plaisanteries tout au long de la soirée, et dans les tabloïds le lendemain matin. Environ 1 an plus tard, la duchesse de Berry montra qu'elle n'avait rien appris de ses expériences passées. Elle assista à une autre représentation de Oedipe, et devinez quoi, enceinte. Un véritable scandale éclata lorsque la foule applaudit un point de l'intrigue qui faisait allusion à la rumeur de sa relation avec son père. Cet épisode scandaleux et extrêmement embarrassant dans un théâtre bondé fut trop pour Louise-Élisabeth, et elle s'évanouit. Être constamment enceinte n'empêchait pas la duchesse de Berry de faire la fête. Tant qu'elle pouvait tenir debout, elle estimait pouvoir continuer à sortir. Au cours de sa dernière grossesse, Louise continua d'assister à des fêtes et de consommer plus que sa part de boisson. Malheureusement, cette dernière grossesse
ne fut pas différente des autres. La fille ne survécut pas. La duchesse de Berry ne se remit jamais complètement de cette éprouvante expérience d'accouchement. Louise contracta une fièvre et des frissons peu de temps après, et devint alitée. Son état était grave. Louise Élisabeth, la duchesse de Berry, s'éteignit à l'âge tendre de 23 ans, probablement des suites de complications liées à sa 6e grossesse documentée. Eh oui, tout ce scandale et ce drame se déroulèrent en moins d'une décennie. Puis, comme si Voltaire lui-même avait écrit ses derniers instants, une autopsie révéla quelque chose de tragique. Louise Élisabeth était de nouveau enceinte au moment de son décès, à 2 semaines de cette dernière grossesse. Comme pour son fils, un ami proche de la famille fit inhumer son cœur à l'église du Val-de-Grâce à Paris, aux côtés de celui de son premier-né. Le reste de ses dépouilles fut enterré par la famille dans la basilique de Saint-Denis, en périphérie de Paris. Ces jours remplis de scandales touchaient enfin à leur fin. Si cette vidéo vous a plu, merci de lui donner un pouce levé, nous l'apprécierions vraiment. Nous vous invitons également à consulter l'article complémentaire dans la description ci-dessous. Si vous souhaitez voir encore plus de vidéos sur des figures historiques, abonnez-vous à la chaîne. Merci.